On va commencer juste par faire un tout petit peu d'histoire, parce que lithothérapie revient ces dernières années sous une mode un peu New Age, mais en réalité c'est une médecine qui a des millénaires. D'accord ? C'est une médecine, tout comme la médecine chinoise, où les premières traces écrites datent de plus de 4000 ans, quand même. D'accord ? Et si je vous parle de médecine, je vais aussi vous parler du coup de pharmacopée. D'accord ? L'humain a besoin du monde minéral, végétal et animal pour exister. Il va paraître normal que pour se soigner, il a le chercher aussi dans le minéral, dans l'animal et dans l'humain. D'accord ? Aujourd'hui, seule la médecine chinoise utilise encore le minéral, l'animal et végétal pour soigner l'humain. En France, il aura fallu attendre le XVIIIe siècle pour que ça apparaisse et que ça a dû tenir à peu près 2 siècles et encore. Bonsoir, ce soir avec Planétaire, avec cette fois-ci Jérôme Sintès, lithothérapeute. Si vous voulez donc connaître toute l'actualité de Planétaire et la suivre, je vous invite à cliquer sur ce petit carré là, ici, pour vous tenir informé de toutes les conférences qui viendront, surtout pour la rentrée, puisqu'on est en fin de saison. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Didier. Alors tout fonctionne sur le minéral, les téléphones, toutes les technologies, donc ça veut dire que même nos puces qu'on dit silicium, donc c'est pas pour rien qu'il y a le silicium, donc le silicium est bien aussi un minéral. Le silicium est un élément chimique qui est au cœur de plusieurs pierres, notamment tout ce qui est quartz, ce sont des pierres très riches en silicium. Et en effet, aujourd'hui, même notre technologie repose sur le minéral. Avant c'était l'animal, le végétal et l'humain qui reposaient sur le minéral. Aujourd'hui, même nos technologies repose sur le minéral. Avec tous ces ordinateurs que l'on fait et cette obsolescence programmée, rassurez-nous, du silicium, il y en a en quantité suffisamment. Oui, c'est l'un des éléments chimiques les plus présents à la surface de la Terre, les plus importants. L'hématite, sa racine, c'est hématos. Hématos, donc c'est le sang. D'accord ? Donc on pourrait dire, hématite, c'est la pierre du sang. Ok, bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, sauf que sa composition, c'est du fer et de l'oxygène. Le fer servant à faire véhiculer l'oxygène dans le sang. Alors en effet, il n'y a pas mieux pour tout ce qui est problème de circulation sanguine. Problème, du coup, on va pouvoir y aller. Hématome, d'accord ? Cicatrisation, etc. D'accord ? On va juste mettre un bémol pour cette pierre, aussi courante soit-elle. On va l'éviter en cas d'inflammation parce qu'elle va les activer. C'est vrai que l'étymologie semble trahir la fonction des pierres. Vous l'avez découvert aussi avec autant d'émoi le jour où vous avez découvert cette étymologie-là ? En parallèle de mes recherches en lithothérapie, je me suis formé sur la symbolique et la kabbale durant 3 ans, et donc justement d'apprendre la symbolique de l'alphabet, l'étymologie des mots, etc. Pour décoder tout ça. Voilà, ça m'a servi pour plein d'autres choses, mais aussi pour les minéraux. Et là, du coup, cette étymologie-là vous permet, par exemple, de conseiller plutôt une pierre que d'autres. Elle peut, j'ai envie presque de dire, est-ce qu'il y aurait une pierre contre la migraine ? Parce que c'est quand même le mal du siècle. Est-ce que ça marche aussi bien qu'un cachet d'aspirine ? Ça peut. Après, aujourd'hui, les maux de tête, il y a différents... Céphalée, oui. Voilà, différentes causes. Donc, plusieurs pierres vont pouvoir agir sur le mal de tête. Il reste à trouver quelle est l'origine. Est-ce que c'est un dérèglement du pH ? Les causes peuvent être multiples. Donc plusieurs pierres peuvent agir dessus, mais il n'y a pas une pierre qui fonctionnera pour tout le monde pour le mal de tête. Alors comment ça se passe concrètement ? Je viens vous voir parce que j'ai des troubles du sommeil, par exemple. Comment vous faites pour connaître la pierre qui me conviendrait ? J'ai déjà ma petite idée au départ, mais je préfère vraiment favoriser une approche intuitive chez la personne pour qu'ils apprennent à se faire confiance et écouter ce thérapeute intérieur qu'on a tous, qui sait ce qui est bon pour nous. Donc je vais vous demander d'abord de vous choisir une pierre parmi tout un tas de pierres, et je sais que vous avez 9 chances sur 10 de trouver la bonne. Bon, donné, vous parlez de saboteurs. Il y a des personnes qui vont volontairement, parce qu'ils se détruisent, parce qu'ils ne s'aiment pas, peut-être, pour des raisons X ou Y, vont choisir volontairement une pierre qui ne leur correspond pas, ou à 180 degrés, à l'inverse de ce qu'il faudrait. Oui. C'est les saboteurs. On a tous un degré plus ou moins... Ange et démon, il y a le côté démon qui se réveille là. Voilà. D'accord. La taille en lithothérapie, est-ce qu'elle compte ? Que ce soit la taille, je parle de la taille de la forme, et aussi le volume d'une pierre. Est-ce que le fait d'avoir une améthyste énorme à la maison va me permettre d'avoir plus les bienfaits de l'améthyste qu'une tout petit éclat ? Est-ce que c'est important ça ? Alors le volume sur vous, on va dire, a très peu d'importance.
avant, sur mes conférences, je m'amusais vraiment à prendre les pierres les plus petites pour montrer aux personnes que... Ça agit de la même manière. Ça agit de la même manière. J'ai fini par les perdre. Des avantages des pierres petites. Sur une pièce, en effet, une toute petite pierre ne va pas pouvoir rayonner sur toute une pièce. Parce qu'il faudrait plutôt, par exemple, une géode. C'est la fonction d'une géode pour pouvoir rayonner partout. Voilà, une géode va en effet pouvoir rayonner sur une pièce, mais elle va rayonner quand même de manière fermée. Ça reste quelque chose de fermé. Si on prend par exemple ce qu'on appelle une druse de cristal, donc on va dire une géode un peu dépliée, d'accord, là on va avoir réellement un rayonnement à 180 degrés. Mais en effet, une bonne grosse géode dans un coin d'une pièce peut, on va dire, équilibrer une pièce, la dynamiser, la stimuler. Une géode plutôt fermée va être assez directionnelle, on va dire, et puis celles qui sont ouvertes vont être omnidirectionnelles, vont arroser un peu plus. Ça se passe comme ça. J'ai envie de parler d'une pierre, moi, qui, je pense, qui plaît à beaucoup de gens parce qu'elle est évolutive, mais la labradorite. Hein, vous en faites part à un moment donné. C'est curieux parce que elle a des couleurs qui vont du bleu turquoise au vert en passant par des jaunes, et de ce côté-là, vous dites qu'elle n'a pas de couleur propre en soi. Oui. Comment c'est possible avec autant de couleurs? C'est sa composition, sa constitution. C'est comme si vous prenez plein de feuilles les unes sur les autres et qui va nous donner un renvoi partiel de la lumière. Un feuilletage des cristaux à 180 degrés, juste qui c'est une diffraction de la lumière. D'accord, donc elle se sert de la lumière existante pour se coloriser elle-même. Voilà, selon les angles je auxquels coupe on juste va une fine tranche de labradorite, vous la regardez à la lumière, vous la verrez grise, translucide, je la coupe en poudre, c'est gris et translucide. Elle est neutre, elle n'a pas de couleur. Gris. Si elle a une couleur, c'est gris beige. Il y a une pierre qui illustre très bien ça, c'est la labradorite. D'accord. Voilà. Labradorite, c'est une pierre avec des jolis reflets bleus, verts, etc. Voilà. Cette pierre, vous pouvez la garder des années avec son éclat, comme elle peut perdre son éclat en quelques mois et ne pas revenir. D'accord. Et c'est souvent le cas pour... des fois, j'ai des personnes au magasin qui viennent choisir une labradorite pour quelqu'un qui est en soins intensifs, etc. à l'hôpital. Je sais que la labradorite, au bout de 3 mois, 6 mois maximum, elle aura donné tout ce qu'elle pouvait, elle va être grisâtre et c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Donc c'est de la remettre en terre et peut-être qu'au bout d'1 an ou 2, elle va pouvoir se recharger et reprendre un peu quelque chose, mais en tout cas, on pompe plus vite qu'elle restitue. Elle peut évoluer, changer de couleur, vraiment. Et ça, à l'œil nu, on peut s'en rendre compte réellement, concrètement. C'est réel, ça. Oui, pas instantané, mais encore une fois, avec les pierres, on est juste sur une échelle de temps différente. Mais en l'espace de quelques semaines ou quelques mois... Ça révèle quoi? Un souci d'équilibre dans la maison? Un problème de santé, quoi? Si c'est une pierre que vous portez, ça révèle un déséquilibre au niveau de votre santé, mais que la labradorite va essayer de combler. D'accord, donc elle prend sur elle. Elle prend sur elle. Elle peut y arriver à son détriment, mais peut-être que c'est pas suffisant. D'accord, donc elle l'aide, elle est là pour ça. Elle se sacrifie, d'une certaine façon. On va dire ça comme ça. D'accord. Des pierres très utiles aujourd'hui qui vont devenir, à mon avis, intemporelles, ce sont les pierres contre les ondes. On est envahi par les ondes, que ce soit radio, télévision, Wi-Fi, 4G, téléphone portable. Quelles sont les pierres que vous pourriez conseiller pour justement éviter ces personnes trop sensibles aux ondes électromagnétiques? Je vais être honnête, pas beaucoup de pierres sont efficaces. Comme vous le dites, on est vraiment enveloppé d'ondes. C'est comme on pourrait comparer toutes ces ondes à l'eau. Et on va dire qu'on est dans l'océan. Et vous me demandez est-ce qu'il y a une pierre pour nous protéger de l'eau? C'est impossible, oui. Voilà. Oui, c'est pas possible. Je réponds à cette question. D'accord, mais on peut atténuer en tout cas les effets. Pour atténuer, il y a une pierre qui est la tourmaline noire qui, elle, va être pyromagnétique. C'est scientifique. C'est-à-dire qu'elle transforme un champ magnétique en chaleur et réciproquement, elle va pouvoir transformer de la chaleur en champ magnétique. On a bien vu, on a bien compris, on ne peut pas annuler les effets, mais en tout cas les amoindrir. La meilleure position, c'est sur soi ou devant l'écran de l'ordinateur ou sur la box pour le Wi-Fi. Quel est le positionnement optimal? Pour ce qui est du Wi-Fi et du téléphone portable, l'effet est vraiment léger, pour pas dire, on va dire homéopathique. D'accord. Après, pour un écran d'ordinateur, en effet, le bon positionnement va être entre soi et l'écran. Donc devant le clavier, quoi, on va dire. Voilà, devant le clavier. Idéalement. Alors Jérôme, tu travailles dans un magasin de pierre qui se nomme Pierre et Merveille et qui se situe à Cré, je crois. À Cré, voilà, aussi rue Paul-Ponce, au tout début de la rue piétonne, juste après le parking de la Poste. Et donc les personnes peuvent venir te consulter pour justement être dirigées, conseillées
que ce soit de ton côté ou du côté d'Ursula. Voilà, c'est ça. Le magasin existe depuis 6 ans maintenant. On y anime aussi des journées de formation sur la lithothérapie. D'initiation, de découverte. Voilà, d'initiation, découverte sur une journée. On alterne théorie et pratique, un peu comme la conférence ce soir, voilà, pour que ce soit vivant et concret avec le minéral. Et par extension, cette fois, mais c'est pas à Clé, mais à Romans, tu proposerais donc une formation avec Planétaire. Une formation avec Planétaire, une soirée par mois. Et l'idée, c'est de faire vraiment quelque chose de plus complet qu'une journée, où on a déjà quand même les bonnes bases en une journée. C'est les gens qui veulent juste connaître pour avoir la petite pharmacie familiale, etc. Là, sur une année Planétaire, on ferait vraiment de la lithothérapie, on va dire, de manière sérieuse, analytique, pragmatique. Et le but de cette formation, c'est d'être capable d'amener chaque personne, chaque apprenant, à choisir ses propres pierres selon le cas de figure et voilà, d'être les autonome événements. dans le choix des pierres, de comprendre les rouages, les actions de la pierre, que ce soit au niveau physique, psychique, énergétique, émotionnel, pourquoi la pierre elle agit de telle manière, et du coup de pouvoir voilà, choisir des pierres de manière très pertinente, sans livre, et surtout en comprenant cette science. Alors, une dernière question, Jérôme. Est-ce que c'est une histoire d'amour entre les pierres et toi? Oh. C'est une histoire d'amour qui n'en finit pas et qui devrait de toute façon finir bien avec le marbre. Ursula n'est pas jalouse, j'espère. Elle n'est pas jalouse. Elle te partage. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci à vous tous et bonne soirée avec Planétaire pour d'autres conférences. À la prochaine. Au revoir. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère vous avoir éclairé un peu sur ce que peut être la lithothérapie, déjà de manière concrète. Et donc l'idée, c'est de démarrer une formation à partir de septembre, un soir par mois, avec Planétaire. Voilà, qui sera quelque chose de complet et d'assez poussé sur la lithothérapie. Jusqu'à présent, moi je fais juste des journées de formation, donc déjà on approfondit plus tout ce qu'on a vu ce soir, mais ça reste une journée, on alterne théorie et pratique, ça donne des bonnes bases, mais là avec la formation on va vraiment aller... Ça se passerait où là